Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bon, j'attendais le jingle et finalement, c'est le jingle qui a attendu la fin de mon blabla. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Alors je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes politologue, analyste en stratégie et en communication politique, ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin, auteur de plusieurs ouvrages dont La droite face à l'islam et dernièrement L'extrême droite expliquée à Marie Chantal aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci d'être avec nous ce matin et je commence comme d'habitude par vous laisser la parole pour votre chronique. Oui, l'édito du matin sera consacré à un thème, immigration, le faux débat. Alors à l'heure où le seul ministre véritablement de droite dans ce gouvernement globalement centriste évoque la nécessité d'une nouvelle loi renforcée sur l'immigration en 2025, n'est-il pas un tantinet provocateur de qualifier l'immigration de faux débat? Car la gauche pourrait abonder dans ce sens, elle qui estime pour des raisons mi-idéologiques, mi-électoralistes, qu'il est inutile de se soucier de la question migratoire et qu'au lieu de réguler, il vaudrait mieux régulariser. Alors non, je n'ai pas rallié les rangs de la gauche woke durant la nuit, et oui, je suis toujours un intellectuel d'extrême droite, ainsi que je l'expliquais il y a encore peu de temps à Marie Chantal, lorsque nous discutions de ces problématiques au Café de Flore. La question est donc, pourquoi un intellectuel d'extrême droite juge-t-il aussi sévèrement les débats récurrents sur l'immigration? Pour une raison simple qui va vous paraître abstraite, mais qu'il est essentiel de comprendre. Parce que les raisonnements autour de l'immigration sont des raisonnements de sociologues et de démographes. Or, avec tout le respect qu'on doit à ces deux professions dont les travaux sont bien souvent très utiles, pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les études sociologiques et démographiques ne servent à peu près à rien. La raison ? La crise que l'Occident moderne traverse est une crise du sens. C'est une crise philosophique. La dimension sociologique et démographique existe, mais elle est en réalité tout à fait secondaire. L'immigration n'est pas la cause, mais la conséquence du vrai problème, lequel est notre incapacité à répondre à cette question « Qui sommes-nous ?» Question ontologique. Par ailleurs, il est important de rappeler que c'est pas la démographie qui fait l'histoire d'une civilisation comme le prétendent certains. Car par exemple, nous avons été entièrement américanisés dès les années 60, dépouillés de tout ce qui faisait la particularité de la France, alors qu'aucune immigration massive en provenance des États-Unis n'avait eu lieu. Certains diront oui, mais l'islamisation de la France aujourd'hui est bien la conséquence de la présence massive de personnes immigrées issues du Maghreb et d'Afrique. Oui et non. Je m'explique. À quoi pense le théoricien du politique que je suis lorsqu'on parle d'immigration ? Il pense à la nature de la crise politique que nous traversons, c'est-à-dire à la nature de la menace qui pèse sur les sociétés occidentales. Cette menace a beau être multiforme, elle a des conséquences aisément identifiables et que les Français connaissent par cœur. Les deux premières sont les suivantes. 1. Une insécurité physique due à une explosion de la criminalité et de la délinquance étrangère. 2. Une insécurité culturelle, la plus grave d'ailleurs, car elle signera notre disparition. Et elle est due à une contestation croissante des fondements civilisationnels de nos sociétés. Rappelez-vous, le 4 octobre, nous avions déjà abordé la problématique liée à la criminalité et à la délinquance étrangère dans notre édito. Nous avions expliqué la nécessité pour l'État de réinvestir son statut de Léviathan. Il doit recouvrer sa capacité à éliminer physiquement l'ennemi. Sans cela, nous ne réglerons rien, quota migratoire ou pas, laissez-passer consulaire ou pas. Donc, j'allais dire, inutile de nous attarder plus longtemps sur ce thème qu'on a déjà traité et embrayons sur la seconde catégorie, l'insécurité culturelle. Ce qui vaut d'ailleurs pour les catégories suivantes, économiques, sociales, sanitaires, éducatives, etc. Dans ce cas, le sujet n'est pas au premier chef l'immigration, mais l'influence des diasporas. Cette influence est bien évidemment liée à la taille des diasporas, mais pas seulement. Elle est liée à leur puissance financière. Elle est liée à leur puissance géopolitique, c'est-à-dire à l'influence générée par les centres spirituels et politiques étrangers. Elle est liée à leur puissance idéologique, c'est-à-dire à la capacité qu'ont les concepts métapolitiques qu'elles produisent de nous désarmer culturellement en utilisant nos faiblesses politiques, principalement le libéralisme, l'état de droit, l'égalité démocratique, etc. Enfin,
puisqu'il faut néanmoins parler du nombre. Le sujet n'est pas tant le flux, l'immigration, que le stock. Les diasporas issues des blocs civilisationnels concurrents aux nôtres sont tellement massives désormais que même en réduisant le flux, l'immigration, au minimum, ce que les politiques d'ailleurs ne parviendront pas à faire, mais ça c'est un autre sujet, donc même en réduisant le flux au minimum, la civilisation occidentale basculera, simplement par l'influence du stock et par ce qu'on nomme son solde naturel, l'augmentation du nombre de génération en génération. Alors, qu'est-ce qu'une diaspora d'un point de vue civilisationnel ? C'est un ensemble culturel allogène, c'est-à-dire étranger à notre culture historique. Peu importe que les membres de la diaspora aient une carte d'identité française ou pas. Peu importe qu'ils aient été nationalisés depuis longtemps ou qu'ils aient immigré récemment. À partir du moment où ils appartiennent à cette diaspora, c'est qu'ils sont porteurs d'une culture différente de la culture française. Prenons l'exemple de la diaspora islamique. Elle est composée majoritairement de Français nationalisés. Or, l'étude menée par Hakim El Karoui pour l'Institut Montaigne en 2016, qui a divisé les musulmans de France en 6 catégories, était extrêmement utile à ce titre. Catégorie 1. Aucune revendication d'expression de la culture islamique dans l'espace public. Ni voile, ni dans les cantines, ni prière au travail, ni horaires partagés dans les piscines. Elle représente, cette catégorie, 18% de l'ensemble des musulmans. Certains diront 18%, ça fait pas beaucoup. Oui, mais ça fait quand même au bas mot 1,5 million d'individus. Ce qui est en réalité énorme. Et personne n'en parle jamais. Pourtant, l'islam de France, il est là. Toutes les autres catégories, de la catégorie 2 à la catégorie 6, expriment des revendications en rupture de plus en plus forte avec la culture française, jusqu'à souhaiter la mise en place de la charia. Et la voilà, la diaspora islamique, composée majoritairement d'individus français. Vous réduisez l'immigration, très bien. Et alors, en quoi ça règle le problème ? Le nœud véritable de la civilisation, de la crise civilisationnelle que nous traversons, est logé là, au cœur des diasporas et de l'influence étrangère qu'elles exercent, non seulement sur l'État, mais sur la société civile. Une influence qui est métapolitique et face à laquelle ce concept 1000 fois ressassé de laïcité est, mais alors, totalement inutile. Sans compter que de petites diasporas, comme celle des Turcs par exemple, ont une influence financière et civilisationnelle démesurée. Bref, je m'arrête là, car je pourrais parler de ces problématiques pendant des heures. Je dirais simplement ceci en conclusion. Le vrai sujet et le grand impensé de la période dans laquelle nous vivons concerne non pas l'immigration, mais les diasporas, leur influence politique et géopolitique et la faiblesse du socle théorique qui sous-tend nos démocraties libérales. C'est donc la raison pour laquelle je peux dire sans grand risque de me tromper que cette énième loi immigration, quand bien même elle parviendrait à échapper à la censure du Conseil constitutionnel, ne servirait à peu près à rien, même si elle était très restrictive, car simplement, elle ne pose pas les bonnes questions. Merci beaucoup Frédéric Sinclair pour cet édito et puis on passe à la suite de votre addition avec le reste de l'équipe. L'addition. Alors Frédéric Sinclair, vaste sujet justement, cette question de l'immigration, de la culture, de la démographie. Vous l'avez dit, selon vous, la question culturelle aujourd'hui n'est pas assez considérée, sauf que pour faire vivre une culture, il faut des individus et ces individus-là doivent avoir envie de perpétuer justement une culture qu'ils perçoivent comme un héritage. Aujourd'hui, le fait est que la culture européenne, la culture française, même si effectivement on a pu la perdre depuis les débuts de l'américanisation en France, etc., c'est quand même quelque chose qui a été bâti par des hommes justement français et européens, ce qu'on qualifie de souche. Alors comment nier justement cette réalité génétique, comment la mettre de côté ? Et puis tout simplement, quand on regarde autour de nous le nombre de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui se prêtent au jeu des tests ADN pour essayer d'identifier justement de là où ils viennent, de quel pays, de quel continent, traduit quand même ce besoin, cet attachement à la question génétique et à la souche très, très ancrée, très terrestre et très, très génétique. La réponse à votre question pourrait me prendre à peu près 1h30. On y pensera. On les a pas. Donc on va essayer de faire court. Je vais prendre un petit exemple tout d'abord pour montrer l'influence de la culture sur l'individu et le fait que, en réalité, c'est pas l'individu qui porte une culture, c'est la culture qui porte l'individu. Je reviens sur la question des diasporas. On a aujourd'hui une diaspora islamique en France qui est globalement
globalement radicale. C'est-à-dire que j'ai parlé de ces 82% qui sont très attachés à l'expression de leur foi, de leur culture islamique dans l'espace public. Imaginons que demain, les centres spirituels islamiques étrangers, pour une raison qu'on ignore, c'est juste une hypothèse, un cas d'école, imaginons qu'ils deviennent tout d'un coup des grands adeptes de l'islam libéral et spirituel. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une résistance de la diaspora islamique française qui dirait non, 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 nous on veut rester radicalisés, même si en Arabie Saoudite, même si en Iran, même si au Maghreb, on est adepte d'islam spirituel? Non, bien évidemment. En fait, ce qui se passe, c'est que ces diasporas ne pensent pas par elles-mêmes. Elles pensent que les centres spirituels leur disent de penser. Aujourd'hui, l'Occident, le centre spirituel majeur de l'Occident, qui est Rome, ne pense plus. Il est là notre problème. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes plus capables de fabriquer un socle spirituel solide comme nous l'avons fait pendant des siècles. Bon, encore une fois, il faudra en parler pendant 1h30 pour des raisons qui sont principalement liées à l'effondrement du christianisme et de ce qu'il représentait en termes philosophiques et culturels pendant des siècles. Bref. Donc, à partir du moment où les individus, depuis peu ou prou 2 siècles, le 19e siècle, fin 18e, début 19e, sont entrés dans une phase de libéralisation politique et économique qui leur fait considérer que c'est en tant qu'individu autonome, c'est-à-dire séparé de ce qu'on appelle l'hétéronomie, séparé du divin, séparé de la transcendance, en tant qu'individu autonome qu'ils doivent prendre en charge leur vie et que ce paradis dont on leur a parlé pendant assez longtemps, de toute façon n'existe pas et au mieux s'il existe, on verra ça plus tard, le but du jeu c'est de recréer un paradis sur Terre. C'est le projet des libéraux, c'est le projet des socialistes. On va fabriquer en réalité un paradis où bien vivre ici même. On va fabriquer globalement de la pensée matérialiste. On va expliquer aux gens que politiquement, c'est la démocratie, la liberté d'action, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, etc., qui compte, et qu'ensuite, il faut fabriquer, excusez-moi du terme vulgaire, de la caillasse. Il faut fabriquer du pognon. C'est ça qui va faire que vous allez être finalement heureux de vivre ici. On va fabriquer du confort. Regardez le confort de vie qu'on a aujourd'hui par rapport à il y a un siècle. Enfin, je vous rappelle quand même que le grand peintre Edgar Degas refusait d'avoir le téléphone chez lui. Il disait, mais moi, ce gars qui sonne comme un domestique, c'est hors question. Il refusait le chauffage central. Parce qu'il disait, mais ce que j'aime, moi, c'est me mettre près de ma cheminée. Quand j'ai froid, je vais me mettre près de la cheminée, puis ensuite, je m'éloigne. Donc, on a des concepts aujourd'hui de confort matériel qui sont extrêmement grands. Et donc là, sur cette base-là matérialiste, vous ne pouvez pas imaginer que la conception que nous avons de l'homme est échappée à ce matérialisme ambiant. Ce matérialisme qui, à travers Nietzsche, est devenu un organicisme, qui, à travers la pensée scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire positiviste, l'extrême scientifisation de la pensée, ne soit pas finalement ramenée à une querelle de cellules. Notre âge est celui de nos gènes et celui de nos artères, dit-on aujourd'hui. On n'est plus capable de saisir ce qu'est l'esprit. Et donc, pour répondre maintenant précisément à votre question, oui, bien évidemment que les gens sont attachés à leur gène, à leur héritage matériel, à leur ligne généalogique, parce qu'ils sont incapables de s'élever au-delà. C'est-à-dire que c'est d'abord là que le processus de décivilisation agit, parce que nous ne sommes plus capables de comprendre ce que l'évangile de Jean, chapitre 3, dit. Il y a d'un côté la chair, de l'autre côté l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la vie éternelle est du côté de l'esprit. Cette promesse-là, nous l'avons abandonnée totalement. Ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'achat. Et ensuite, que la médecine puisse correctement nous soigner pour vivre, même comme des légumes, le plus longtemps possible. On a abandonné ce que les Grecs appelaient le bios, la vie sociale, la vie collective et tout ce qu'elle porte en elle de beau pour Zoé, la vie nue, la vie du corps. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas attachés à la couleur de leur peau et à ce que disent leur ADN? Bien évidemment qu'ils y sont. Tout l'enjeu aujourd'hui politique de notre civilisation est de recréer une forme de spiritualité commune pour amener les gens à s'élever autour de ça et à se rendre compte que lorsqu'on rencontre quelqu'un au-delà de la couleur de ses cheveux, de sa peau et de la taille de ses fesses, de ses seins ou de ses biceps,
il y a quelque chose de plus important qui est son âme, cette âme qu'on a aussi complètement évacuée du discours public. Le jour où on retrouve le sens de l'âme, déjà les musulmans vont se mettre à nous respecter en tant que civilisation, les Russes vont nous respecter aussi, les Chinois vont nous respecter aussi, et nous allons commencer à nous respecter aussi nous-mêmes, et nous allons recommencer à produire du beau et de la grandeur. Jusque-là, c'est mort. Est-ce que vous pensez que c'est réellement incompatible? Est-ce que c'est pas justement une forme de spiritualité de comprendre que l'on s'inscrit dans une continuité, qu'on n'est pas seulement un individu et une âme, mais qu'au-delà de ça, justement, on s'inscrit dans un ensemble, qu'on est le maillon d'une chaîne, qu'on reçoit, mais qu'on doit aussi transmettre, et que donc, forcément, ça passe par cette question de la généalogie. Et ensuite, je laisserai la parole à Maëlys. Je pense que si je pouvais faire une recherche très précise du caractère social de la totalité de vos ancêtres jusqu'au IVe siècle, je trouve une tripotée de violeurs de femmes, de tueurs, de braqueurs de banques, de je ne sais pas quoi, et c'est la même chose pour nous tous. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que la grandeur de l'homme, c'est justement de s'abstraire de ce lien de la chair. Encore une fois, c'est le message du Christ. On a le droit de le refuser. Moi, ça me pose aucun problème. Je dis juste que notre civilisation est basée sur lui. Donc, toute la question, c'est dans quel type de civilisation je m'inscris. Moi, j'entends les gens qui me parlent, encore une fois, de génotype et de chromosomes particuliers en fonction de savoir si on est congoïde ou caucasoïde. Enfin, j'entends bien tous ces trucs-là. Ça me semble la décivilisation incarnée, c'est-à-dire la négation de ce que le Christ est venu porter comme message pour l'homme. C'est ça qu'il est venu dire. Il n'est pas seulement venu nous dire « Regardez qui est Dieu ». Il est venu nous dire, regardez qui est l'homme, regardez la grandeur de ce que vous êtes, regardez la grandeur de la création. C'est pour ça qu'il guérit, c'est pour ça qu'il marche sur l'eau, c'est pour ça qu'il multiplie les pains et les poissons, c'est pour nous dire, mais regardez la beauté de la création, arrêtez de vous entretuer, aimez-vous les uns les autres et fabriquez du beau et du bon. Si on reste accroché à nos gènes, mais c'est mort. Vous faites comment quand vous avez un père qui a passé 25 ans en prison? On fait quoi de ce garçon-là? On lui dit quoi? Si c'est ces gènes qui dominent. Il faut à un moment arriver à libérer l'homme de cette tyrannie de la matière. Et ça, c'est le projet chrétien. Et ce projet a été abandonné. Donc on y retombe dans la tyrannie de la matière. Je suis pas certaine qu'on puisse mettre sur le même plan l'héritage génétique justement d'un père criminel et d'un père qui serait maghrébin ou chinois ou justement européen. Mais on va continuer avec Maëlys qui a aussi préparé des questions pour vous, Frédéric Sinclair. Oui, moi j'aimerais revenir sur le fait, notamment au niveau des mélanges biologiques. Est-ce que selon vous, des mélanges biologiques sur un même territoire ne pourraient pas contribuer, entre guillemets, à la disparition d'un peuple autochtone, donc notamment de certains caractères physiques, notamment des caractères physiques porteurs d'allèles récessifs? Je pense que globalement, encore une fois, à partir du moment où on rentre dans une analyse strictement biologique de la vie sociale, on va réussir à trouver des exemples particuliers d'à peu près tout ce qu'on veut montrer. C'est, de mon point de vue, qui suis à la base un mathématicien avant d'être politologue, c'est de mon point de vue le contraire d'un raisonnement scientifique. Et pourtant, c'est ce qu'on fait à peu près tout le temps dans nos raisonnements. On va chercher des cas particuliers et on en fait des cas généraux. Sachez qu'en mathématiques, pour être capable de faire ça, de prendre un cas particulier, de fabriquer une théorie générale, ça demande énormément de travail. C'est-à-dire que vous soyez capable de prouver que ce que vous dites dans tel cas est extensible à absolument tous les cas. Dans bien des situations, c'est absolument impossible. C'est-à-dire ce n'est valable que dans certains cas. Il y a des problématiques qui n'ont jamais pu être étendues ou généralisées à l'ensemble des situations qui nous préoccupent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez à un moment devoir faire un choix dans votre analyse. Si vous choisissez de penser que la génétique domine, je vais jamais réussir à vous convaincre du contraire. Pour répondre à la remarque de Liselotte juste avant, en réalité, l'influence des gènes, qu'elle soit négative, comme si vous aviez un père criminel, ou qu'elle soit simplement l'influence d'un père étranger, moi par exemple, toute la partie maternelle de ma famille est étrangère. Je défie quiconque de me dire de quel pays elle vient. Vous ne trouverez jamais.
Ça ne se voit ni dans mon nom, ni dans mon accent, ni dans mes références intellectuelles qui sont toutes portées du côté de l'Italie pratiquement. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce qu'en fin de compte, ma culture a effacé tout ça et mon christianisme aussi. Encore une fois, je pense que l'universalité du message chrétien transcende toutes les réflexions matérialistes, quand bien même elles seraient estampillées du sceau de la science. Vous savez, c'est la grande opposition entre saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, quand il rallie Aristote, il rallie le matérialisme en fait. Et Augustin, lui, reste du côté platonicien de la force et donc place l'esprit au-delà de la raison. Donc il faut une foi, c'est-à-dire il faut une dimension spirituelle pour guider la raison. Et saint Thomas d'Aquin renverse cette chose-là parce que pour Aristote, il n'y a pas besoin de cette question-là. Et donc finalement, le statut de la foi perd en quelque sorte un peu de sa puissance. Et bien il y a un peu de ça dans notre discours aujourd'hui. Quelle est la place de la spiritualité dans notre conception du monde ? Dans ma conception chrétienne civilisationnelle, je ne parle pas chrétienne de foi, je parle chrétienne civilisationnelle en termes de culture. Dans ma conception, la dimension culturelle de l'individu prime tout le reste. Et puis, s'il se trouve que pour tel ou tel individu, l'intégration n'est pas possible ou n'est pas souhaitable, ou si tel ou tel individu dysfonctionne parce que pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, il devient un violeur, un criminel, etc. J'allais dire, peu importe sa nationalité. La question est comment on le traite. J'ai déjà expliqué pour les criminels comment on faisait la semaine dernière, mais fondamentalement, la réflexion politique doit porter sur l'ensemble d'une société et on ne doit pas focaliser notre attention trop sur les cas particuliers. Donc, quand on cherche à poser un raisonnement civilisationnel sur l'ensemble d'une société politique, le seul choix qu'on a à faire, c'est dans quelle ligne je m'inscris. Et, me semble-t-il, que notre ligne occidentale est toute tracée. Louis Rigaudière. Oui, Frédéric Sinclair, pour faire face à cette crise civilisationnelle que subit la France, vous avez conclu votre édito, très justement d'ailleurs, en parlant de cette loi immigration qui paraît totalement dérisoire face à l'ampleur du phénomène. Et d'ailleurs, vous n'avez pas tort, hein, parce que depuis les années 60, je crois qu'on ne compte même plus. Il y a peut-être une centaine de lois qui ont été votées depuis et qui n'ont absolument servi à rien. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas une peur larvée de tous ces politiques qui ont un petit peu peur d'en assumer les conséquences? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a effectivement une peur, il y a même, on peut aller un peu plus loin, je dirais il y a une part de lâcheté, mais il y a aussi une part d'idéologie. Donc, laissons de côté la peur et la lâcheté, si ce n'est que ça pourrait être intéressant de dire de quoi ils ont peur, et attachons-nous à l'idéologie. En fait, cette idéologie, c'est une idéologie démocrate et libérale. Ces deux choses-là font que, parce que nous sommes démocrates et parce que nous sommes des libéraux, nous ne pouvons pas régler la question migratoire. Encore une fois, il faudra 1h30 hein, pour discuter de ces questions-là. Simplement, sur une autre chose que j'ai mentionnée dans l'édito, cette critique de l'état de droit, du libéralisme et de la laïcité, il faut bien comprendre que aujourd'hui, l'immigration, quand elle crée de l'insécurité culturelle, bien, cette insécurité culturelle, elle ne menace pas directement l'État. Une femme qui porte un voile dans la rue, la plupart du temps, elle n'a pas envie de se présenter à la mairie de Clichy, de Paris ou que sais-je. Elle vit simplement sa foi au quotidien et moi, penseur d'extrême droite, je lui fais le crédit de vivre sa foi en toute sincérité, c'est-à-dire de porter son voile comme un symbole de piété et non pas comme un symbole d'oppression, comme toute la gauche le raconte, enfin la gauche non woke, la gauche badinter, qui nous explique que c'est un symbole d'oppression et qu'il faut libérer les femmes de l'oppression dans le monde entier. Enfin bref, au moment ces délires-là, ça m'agace un peu. J'ai tendance à respecter l'engagement des gens et donc je fais ça. Sauf que quoi ? Sauf que si je suis responsable politique et que je suis face à ça et que je crie atteinte à la laïcité, donc tout d'abord je dis une énorme connerie parce qu'encore une fois, la laïcité, séparation du religieux et du politique. Dans le cas qui nous occupe, on est dans la société civile, il n'y a pas de politique. Mais surtout, il y a une seule règle qui
qui définit la capacité de l'État à influencer la société civile, et cette règle porte sur le trouble à l'ordre public. À partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, l'État n'a pas vocation à interférer avec la vie de la société civile, avec la vie de la nation. Et donc, à partir de ce moment-là, si on remet ça en question, c'est 4 siècles de pensée libérale qu'on remet en question. C'est-à-dire que le libéralisme, la liberté des modernes, pour parler comme Benjamin Constant, s'est fondé sur la neutralité de l'État, la neutralité politique. L'État n'intervient pas. À partir du moment où vous voulez lui demander d'intervenir, vous rompez avec cette tradition qui est véritablement notre tradition politique moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'ils sont des libéraux, les responsables politiques ne peuvent pas régler cette question-là. Ils ne savent pas faire, ils n'ont pas les outils. Il faut penser cette chose-là. Ou alors, vous pouvez ne pas la penser et dire, comme Marine Le Pen, je vais interdire le voile partout dans l'espace public. Mais ça va créer un débat infini, cette question-là. Parce qu'il faudrait qu'elle puisse théoriser ce truc-là. Et elle ne sait pas le faire. Il y a des moyens de le faire. C'est un peu compliqué, je vous dis, il faudra en parler pendant 1 heure. Mais globalement, on est face à des problématiques qui nous dépassent. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, nos civilisations n'avaient jamais été percutées de façon aussi violente qu'elles ont été récemment, aussi violentes culturellement, parce qu'elles avaient été percutées autrement, physiquement, mais là c'est culturellement, et ça se passe de manière métapolitique. Et la plupart des concepts politiques que nous déployons, comme la laïcité, sont impuissants face à tout ce qui concerne le métapolitique, tout ce qui concerne la société civile. Alors, Frédéric Sinclair, donc là, justement, ces outils, cette dialectique qu'il faudrait retrouver pour pouvoir faire face à ce choc culturel, si, comme vous, l'on part du principe, justement, que c'est l'essence même du problème, comment est-ce qu'on fait? En 2 mots, ça va être compliqué, c'est-à-dire que 2 minutes. Ouais, même 2 minutes, ça va être un peu short. La problématique, encore une fois, elle concerne plus que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de changer le regard qu'on porte sur l'immigration. En réalité, je crois que c'est Patrick Buisson qui l'avait dit un jour à la télévision, le problème que nous vivons n'est pas le fait des musulmans. Dans la nature, en fin de compte, le vide est une anormalité. C'est donc, comme la nature a horreur du vide, elle le comble. Et c'est parce que nous ne sommes plus qui nous étions qu'il y a une place pour ceux qui sont autres. C'est-à-dire que, en réalité, si je devais répondre à votre question, il faudrait qu'on reprenne par le menu tout ce qui a été la pensée occidentale depuis les Lumières, et montrer comment petit à petit on s'est fait prendre par un libéralisme qui n'était pas le libéralisme français du XVIIe siècle, du grand siècle, qui n'était pas non plus la pensée de la Renaissance italienne, mais qui a été un libéralisme anglo-saxon et qui nous a véritablement mis dans un embarras incroyable. Il faudrait qu'on reprenne l'évolution de la pensée libérale à partir de la Révolution française et surtout à partir de ce deuxième grand choc qui a été la révolution industrielle, qui nous a conduit là encore dans des pratiques mondialistes, petit à petit mondialistes, et qui ont des conséquences désastreuses pour nos sociétés. Et en réalité, la réponse à votre question, c'est comment est-ce qu'on fait machine arrière? Comment est-ce qu'on revient à une société un peu plus posée et homogène culturellement? Ça va être un énorme travail, ça va prendre des siècles. Vous savez, la Reconquista, on en parle beaucoup en Espagne, elle s'est achevée en 1492. Il faut quand même se rappeler que c'est en 711 que les musulmans entrent en Espagne. Je veux dire, le temps long en matière de civilisation, c'est lui qui fait loi. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui comprendre. Il me semble, en un mot pour terminer, que le vrai sujet aujourd'hui auquel il faut s'attaquer, on en parlera peut-être une prochaine fois, c'est la notion de thumos. La notion de thumos, c'est une notion platonicienne qui a été réactivée par Charles Taylor dans les années 90 et qui est à la base de tout ce qu'on appelle le wokisme, mais aussi de tout ce qu'on appelle le libéralisme identitaire, celui d'Emmanuel Macron, qui consiste à reconnaître la culture de tous les gens qui sont présents sur notre territoire. Cette reconnaissance culturelle fonde les dérives actuelles. Tant qu'on n'est plus capable d'opposer un autre modèle au modèle de la reconnaissance des individus, on n'y arrive pas. On en parlera très prochainement avec vous, Frédéric Sinclair. Nouveau sujet à creuser, il y aura beaucoup à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et puis on vous retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle addition. À très bientôt.